Comores, le président Azali Assoumani a reçu le chef de file de l'opposition. À travers cette rencontre, le président comorien tente d'apaiser les tensions qui ont suivi le référendum constitutionnel de juillet dernier. En RDC, le processus électoral aborde sa dernière ligne droite avec la publication de la liste définitive des candidats qui doit officialiser l'exclusion de deux poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Et puis 2 semaines après l'effondrement du pont de Malanville, au moins 1300 camions de marchandises à destination du Niger sont bloqués au Bénin. Les importateurs nigériens s'en remettent aux autorités des deux pays pour des solutions rapides. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Comores, le président Azali Assoumani a reçu Mohamed Ali Souaili, le chef de file de l'opposition. Cette rencontre intervient dans un contexte où le chef de l'État est critiqué par ses adversaires d'avoir ordonné des dizaines d'arrestations parmi ses critiques depuis le référendum constitutionnel très contesté de juillet dernier. À travers cette rencontre, le président comorien tente d'apaiser les tensions qui ont suivi le dit référendum. Voici quelques réactions à l'issue de la rencontre. Nous avons été vraiment agréablement surpris de voir que le président a évoqué ces 4 points. Et maintenant qu'il a dit il nous a promis de faire de son mieux pour que ces points-là puissent être abordés dans un climat de sérénité et dans un climat de compréhension mutuelle. Il a accepté qu'il va aller dans le sens de l'apaisement pour que nous puissions continuer le dialogue. Et ce dialogue portera justement sur les points réellement politiques qui concernent les institutions, la crise politique, les institutions. La mission a proposé un canevas. D'abord, il a proposé un cadre de concertation. Il a proposé la création d'un environnement propice pour le développement du pays, pour aller vers de l'avant. Il a proposé d'autres propositions et que c'est le devoir du chef de l'État de se retrouver avec l'opposition pour voir la façon la mise en œuvre de ces propositions qui étaient faites. Et parmi ces propositions, donc, c'était l'objet de cette rencontre aujourd'hui. En bref, en République démocratique du Congo, le processus électoral aborde sa dernière ligne droite avec la publication de la liste définitive des candidats qui officialise ainsi l'exclusion de 2 poids lourds de l'opposition, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. 2 autres opposants, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et le dauphin du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, sont les principales figures de la liste d'une vingtaine de noms validés par la commission électorale nationale indépendante à 94 jours du scrutin. Cette liste ouvre la voie à la campagne électorale qui démarre le 22 novembre prochain, puis aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre. Au Togo, les élections législatives et locales sont également prévues au mois de décembre prochain. Il sera aussi question d'un référendum pour des réformes constitutionnelles. L'annonce a été faite hier, mardi, par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Des détails à travers cet élément. Kojono Kadanga a assuré mardi que sa structure, la Commission électorale nationale indépendante, est techniquement prête pour faire face à ces scrutins. Les élections locales et le référendum se tiendront le 16 décembre 2018 et le 20 décembre seront organisées les élections législatives au Togo. Le président de la CENI a déclaré avoir le matériel électoral suffisant ainsi que les ressources humaines. Cependant, il n'a pas voulu révéler la question exacte qui sera soumise au référendum, mais il est fort probable que les électeurs togolais devront voter pour ou contre la révision constitutionnelle prévoyant la limitation non rétroactive à 2 du nombre de mandats présidentiels. Cette réforme avait été boycottée par l'opposition qui réclame la mise en place immédiate de cette limitation. Pour n'avoir pas obtenu la majorité nécessaire au Parlement, elle avait été renvoyée au référendum. La coalition de 14 partis d'opposition avait refusé la tenue des législatives avant la fin de l'année, craignant des fraudes dans le contexte de la crise actuelle.
Elle a finalement accepté d'y participer, mais à condition qu'un chronogramme sérieux soit élaboré et que la CENI soit complètement recomposée. La CENI a toutefois commencé ses travaux sans que l'opposition n'y soit représentée. L'annonce de la tenue de ces 3 scrutins a été une surprise. Le projet de référendum n'avait pas été abordé depuis plusieurs mois et les dernières élections locales remontent à 1985. Respecter la date du 18 novembre prévue pour les législatives en Guinée-Bissau, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a exhorté mardi les acteurs politiques du pays à cette requête. Ceci malgré les retards pris dans l'organisation de ce scrutin censé dénouer une crise politique vieille de 3 ans. Une mission de la CEDEAO conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffroy Oniyama, a rencontré lors d'une visite les principaux responsables de la Guinée-Bissau. Parmi eux, le président José Mario Vaz et le premier ministre Aristide Gomes, des dirigeants de partis, des membres de la Commission électorale nationale et des représentants de la communauté internationale. La mission a, entre autres, appelé toutes les parties à œuvrer pour soutenir les actions du gouvernement dans le sens d'accélérer le processus et de réaliser effectivement les élections législatives le 18 novembre 2018, conformément aux décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Les dites législatives doivent permettre de mettre fin à la crise politique que traverse ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la destitution en août 2015. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu sous l'égide de la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire le 14 avril à Lomé, prévoyant notamment l'organisation des législatives. À ce jour, le recensement électoral n'a pas pu démarrer fin août comme espéré. Le matériel électronique prévu à cet effet n'ayant pas été livré à temps par plusieurs pays partenaires. Un premier lot de 150 de ces kits est finalement arrivé dimanche en provenance du Nigeria et 50 autres devraient suivre dans les prochains jours selon le cabinet d'appui technique au processus électoral. 2 semaines après l'effondrement du pont de Malanville, seule voie directe entre le Niger et le Bénin, au moins 1300 camions chargés de marchandises à destination de Niamey sont bloqués sur le sol béninois. Une situation qui laisse les importateurs nigériens dans une incertitude et une peur d'avarie de certaines marchandises, avec en ligne de mire des frais supplémentaires imprévus. Les importateurs nigériens appellent les autorités béninoises et nigériennes à prendre les taureaux par les cornes afin d'aboutir à une meilleure solution dans un bref délai. On écoute. Quand vous injectez de l'argent et que vous n'avez ni l'argent ni la marchandise, il y a un problème de peur. De peur parce que vous ne savez pas dans quelle situation se trouvent vos marchandises. Il peut y avoir une pénurie, il peut y avoir des avaries, il peut y avoir des disparitions de marchandises, il peut y avoir des frais additionnels tels que les frais de surestaris, les frais de gardiennage, les frais que les transporteurs peuvent demander. Parce que leurs camions ont séjourné plus d'une semaine, comme vous l'avez dit. Donc, ils peuvent demander réparation pour abus de stationnement. C'est vrai, ce n'était pas une indépendance de la volonté des opérateurs économiques, mais c'est quelque chose qui se prévoit dans les calculs du coût de revient. Nous avons vu que ça a même perduré. Ça a perduré. Il faudrait prendre les taureaux par les cornes. En tout cas, moi, je pense que on doit, le Niger surtout, dont c'est sa marchandise, doit aider le Bénin pour qu'il y ait une accélération. Vous avez combien de camions bloqués actuellement? Et il y a plus de... En tout cas, hier, on nous a annoncé qu'il y a 1300 camions. En tout cas, ceux qui ont tenté de quitter, en tout cas, ils ont eu... D'autres ont eu des difficultés de frais additionnels. Parce qu'on dit au niveau de Porga, la douane prend la frontière là, du Burkina et du Bénin.
il y a un rançonnement allant jusqu'à 100 000 francs par camion. Le gouvernement burkinabé va bientôt lever la suspension qui frappait l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF et l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCR. L'annonce a été faite en début de semaine par le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba après la signature d'un protocole d'accord entre ces organisations. Le point avec Claude Ramba. C'est le chef du gouvernement lui-même, Paul Kabatieba, qui a mené les discussions entre l'OTRAF, l'Organisation des transporteurs routiers du Faso et de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB. Aujourd'hui, les parties fument le calumet de la paix, matérialisé par la signature ce lundi d'un protocole d'accord. Respecter désormais scrupuleusement la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et d'association en renonçant à demander le départ de leur poste d'un ou des dirigeants de l'organisation syndicale. Mettre en œuvre les engagements signés à la rencontre du 27 août 2018 sur la gestion du fret et l'amélioration des conditions de vie des chauffeurs routiers. On se rappelle, la mésentente entre les deux structures avait conduit les chauffeurs routiers à déclencher une grève illimitée. Ces derniers avaient bloqué en début du mois les différents corridors du Burkina Faso pour exiger la démission du président de l'Organisation des transporteurs du Faso OTRAF, El Hadj Issoufou Baïga, accusé de monopoliser tout le secteur. Cette situation avait créé de graves pénuries de carburant dans tout le pays. Le Premier ministre Paul Kabatieba a également annoncé qu'une commission sera mise en place pour veiller à la mise en œuvre de ces accords. Je vais donner donc des instructions de manière à ce que les ministres en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation puissent procéder donc à la levée de la mesure de suspension de deux organisations, ce qui les permettra à nouveau d'exercer les prérogatives dans le transport et l'organisation du fret sur les différents corridors routiers. Le Premier ministre Paul Kabatieba a également annoncé qu'une commission sera mise en place pour veiller à la mise en œuvre de ces accords. Amnesty International s'insurge contre les nouvelles violences au Soudan du Sud. À travers un rapport publié ce mercredi, l'Organisation de défense des droits de l'homme fait des révélations inquiétantes. L'armée sud-soudanaise et ses milices alliées se seraient livrées à des atrocités d'une brutalité ahurissante contre des civils lors d'une offensive menée du mois d'avril à début juillet dans le nord du pays. Reportage. Le document rendu public mercredi est intitulé « Tout ce qui respirait était tué ». Des crimes de guerre à Lire et Mayandi. L'ONG a, dans le cadre de son rapport, compilé les témoignages de quelques 100 survivants qui font état de civils tués aveuglément, pendus à des arbres et écrasés par des véhicules blindés. Mais il est également question de viols, enlèvements et pillages. Le massacre contre cette zone de l'état d'unité tenue par les rebelles a débuté fin avril et a duré jusqu'au début juillet. Pourtant, était en vigueur un cessez-le-feu. Le déferlement de violence qui s'est abattu sur les régions de Lire et Mayandi, au Soudan du Sud, est un nouvel exemple des atrocités à caractère ethnique commises durant le conflit sud-soudanais. Des dizaines de milliers de morts en découlent et des millions de Sud-Soudanais ont été poussés à fuir leur foyer. Amnesty International a cité des témoins qui rapportent notamment l'usage de véhicules amphibies pour poursuivre les civils fuyant dans les marais et des tirs à l'aveugle dans les hautes herbes. Aussi assure-t-il que les soldats de l'ethnie Dinka rassemblaient des civils dans des habitations pour ensuite y mettre le feu. L'ONG ajoute que de nombreuses femmes ont été violées, citant des témoins évoquant des viols en réunion de jeunes filles de 8, 13 et 15 ans. Amnesty International a par ailleurs dénoncé l'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes depuis le début du conflit entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. De nombreux appels à enquêter sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre ont été jusqu'à présent ignorés. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.